Bonjour à tous, ici Manon Fabre. Bienvenue sur ma chaîne, où on explore ensemble le monde des aliments, leur composition et les critiques qui en découlent. Si vous voulez mieux comprendre ce que vous mangez et faire des choix éclairés, n'hésitez pas à vous abonner pour rester informé. Prêt à découvrir? C'est parti. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet essentiel en matière de santé, la nutrition artificielle. Nous allons explorer ensemble sa définition, ses indications, et surtout, les différences entre la nutrition entrale et la nutrition parentérale. Que vous soyez professionnel de santé ou simplement curieux d'en savoir plus, cette vidéo vous apportera des éclaircissements sûrs. Ces pratiques qui peuvent faire une grande différence dans la vie des patients. Restez avec moi pour découvrir tout cela. Pourquoi une alimentation entrale? Une nutrition artificielle est mise en place dans les cas de dénutrition, lorsqu'une personne ne peut plus se nourrir correctement. Que ses apports sont inférieurs à ses besoins en protéines ou en énergie et qu'elle perd du poids. Les principales causes de dénutrition sont les cancers, les maladies neurologiques, les pathologies inflammatoires du tube digestif. La malabsorption intestinale, les maladies infectieuses chroniques, insuffisance cardiaque ou respiratoire, elle peut aussi être mise en place en prévention de la dénutrition. Un exemple typique est l'installation d'une nutrition artificielle dans le cadre d'une radiochimiothérapie d'un cancer ORL, informe le professeur Chédé. Elle apporte à l'organisme tous les nutriments dont il a besoin, glucides, protéines, lipides, vitamines, sels minéraux et eau. Ces nutriments sont contenus dans une poche de nutrition, des flacons prêts à l'emploi pour la nutrition entrale ou des solutés pour la nutrition parentérale. À voir aussi article La voie parentérale, indications, avantages, inconvénients, vidéo-coronarographie, définition et déroulement. De l'examen, le contenu des poches dépend des besoins du patient. Il existe ainsi des produits standards, correspondant à une alimentation normale équilibrée, des produits plus riches en calories et en protéines pour compenser la fonte musculaire, d'autres encore pauvres en sucre pour les personnes diabétiques. De la même façon, il existe des mélanges de niveaux caloriques variables pour la nutrition parentérale. Dans la majorité des cas, on essaie de stimuler l'alimentation orale dans le même temps, sauf bien sûr s'il existe un danger AS. Alimenter, précise le gastro-entérologue. De la même façon, il est possible de boire de l'eau, hormis en cas de trouble de la déglutition. Les différents types de nutrition artificielle. La nutrition entrale consiste en l'apport d'un mélange nutritif directement dans le tube digestif par l'intermédiaire d'une sonde. La digestion se déroule ensuite de façon normale. La nutrition entrale peut se faire via 3 types de sondes d'alimentation, une sonde nasogastrique, sonde introduite par le nez, puis poussée dans l'ésophage jusqu'à l'estomac, une sonde de gastrostomie, sonde introduite directement dans l'estomac par l'intermédiaire d'un petit orifice, une stomie, réalisée dans la paroi abdominale, une sonde de jéjunostomie, sonde placée dans le jéjunum, partie de l'intestin située après l'estomac, par l'intermédiaire d'une stomie, elle est privilégiée car elle est la plus proche du processus physiologique, informe le professeur Schneider. Les nutriments apportés sont digérés normalement, le tube digestif continue à fonctionner, donc les défenses immunitaires de l'intestin sont stimulées. Elle est également moins coûteuse. La nutrition parentérale, elle consiste en la perfusion intraveineuse d'un mélange nutritif, qui est indiqué uniquement lorsque la nutrition entrale n'est pas possible, en cas d'occlusion intestinale, d'insuffisance intestinale aiguë ou chronique, de troubles de la motricité intestinale ou encore de vomissements répétés et résistants au traitement. Elle est parfois demandée par le patient lui-même, qui la préfère à une nutrition entrale par manque d'informations en général. Elle est parfois aussi installée tout simplement car elle est plus facile à mettre en œuvre que la nutrition entrale, indique le professeur Schneider. La nutrition entrale peut être complétée par une nutrition parentérale dans les cas où la première est mal tolérée ou insuffisante, pour couvrir la totalité des besoins caloriques et protéiques. Les équipes médicales choisissent parfois d'ajouter un peu d'alimentation entrale, pour nourrir l'intestin, en parallèle d'une nutrition parentérale. Ces deux nutritions sont aussi associées lorsqu'une nutrition entrale prend progressivement le relais d'une parentérale, renseigne le gastro-entérologue. En pratique,
La durée de traitement elle peut être mise en place pendant quelques jours comme pendant plusieurs années. Si elle est transitoire, la nutrition entrale est administrée via une sonde nasogastrique. Si la durée prévue est supérieure à 1 mois, une sonde de gastrostomie ou de jéjunostomie est préférée. La nutrition entrale peut être administrée en continu ou de façon cyclique. La nutrition parentérale se fait via un par cathéter veineux, périphérique pour des courtes durées et des petits volumes, sinon central. La poche est perfusée 12 heures par jour lorsqu'elle est administrée par voie centrale et si la personne en bénéficiant est valide. De manière continue par voie périphérique. Les principales complications sont une diarrhée, des nausées ou vomissements, une constipation, un reflux gastro-œsophagien. Quelques astuces peuvent aider à améliorer la situation. Pendant le passage de la nutrition entrale, la position assise ou semi-assise est par exemple privilégiée, ce qui évite les régurgitations. Des apports supplémentaires en fibres et en eau permettent aussi de lutter contre la constipation. Il existe aussi plein de petits conseils pour remédier à ces désagréments, changer la sonde nasogastrique de côte si les gens se plaignent de mal respirer, mettre les poches de nutrition dans un sac à dos pour que les personnes puissent sortir ou des pansements transparents sur une stomie pour qu'une baignade soit possible. Souligne le professeur Schneider. Un bilan clinique, poids, état nutritionnel et un bilan biologique sont effectués régulièrement pour évaluer la tolérance et l'efficacité de la nutrition entrale. La nutrition parentérale peut présenter d'autres complications, infection du cathéter, troubles métaboliques, hyperglycémie, hypoglycémie. Complications hépato-biliaires ou respiratoires. Des recommandations médicales strictes permettent de prévenir au mieux ces complications, hygiène des mains, palier en début et fin. De perfusion, pompe à perfusion. La surveillance comprend le bilan de l'état nutritionnel et des analyses biologiques. Là aussi, le recours à un sac à dos pour sortir davantage de chez soi peut améliorer la qualité de vie. À domicile, le traitement peut être poursuivi à la maison après une hospitalisation. On parle alors de nutrition entrale à domicile, NID ou NED, ou nutrition parentérale à domicile, NPAD. La prise en charge de la NID ou de la NPAD est assurée par un prestataire de santé, sauf en cas d'hospitalisation à domicile, informe le professeur Schneider. Le patient peut ensuite être éduqué, ou un membre de sa famille, pour gérer cette alimentation artificielle. Le cas échéant, une infirmière intervient tout de même chaque jour. Que ce soit à l'hôpital ou à la maison, vous ne devez pas hésiter à poser toutes les questions nécessaires pour bien comprendre les différents processus. Il s'agit du premier pas indispensable vers une bonne maîtrise de la nutrition artificielle et donc vers une amélioration de votre santé. En conclusion, la nutrition artificielle est une solution essentielle pour les patients qui ne peuvent pas s'alimenter par voie orale. Elle se divise principalement en 2 catégories, la nutrition entrale, qui utilise le tube digestif, et la nutrition parentérale, qui fournit des nutriments directement dans le sang. Chacune de ces méthodes a ses indications spécifiques et ses avantages, en fonction des besoins cliniques des patients. Comprendre ces différences est crucial pour optimiser les soins nutritionnels et améliorer la qualité de vie des personnes concernées. Merci de votre attention et n'hésitez pas à approfondir vos connaissances sur ce sujet vital.